Ce podcast raconte les coulisses du trafic de drogue marseillais. Une enquête immersive et inédite, désormais disponible en librairie. Entre thrillers, documentaires et reportages, Cartel Nord, le livre publié aux éditions du Cherche Midi, plonge le lecteur dans la nouvelle ère du narcotrafic. Précédemment, dans Cartel Nord. Ces règlements de compte, ça va être sur du long terme. Ce qui se passe est véritablement abominable. Maintenant, on va tuer des enfants ou des adolescents. On est dans le total répressif, mais ça ne résout rien parce que le trafic repart, la consommation continue, augmente et les points de deal, ça reste ouvert. 2023. Marseille est le théâtre d'un conflit entre deux clans de narcotrafiquants, la DZ Mafia et Yoda. Près de 50 morts, des centaines de blessés, jamais la ville n'avait connu un tel niveau de violence sur fond de trafic de drogue. Dans le même temps, la consommation explose et le phénomène touche tout le territoire et semble échapper à tout contrôle. Face à cette montée en puissance, l'État change de braquet, une commission d'enquête sénatoriale est lancée pour comprendre et tenter de reprendre la main. Mais au fil des auditions, un constat s'impose, Marseille n'est peut-être que la partie visible d'un problème bien plus vaste. Et surtout, une question émerge, l'État est-il en train de perdre pied face au narcotrafic ? Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode 5. Un sénateur face au narcotrafic. 14 mai 2024. Peu avant 10h30, un convoi de 2 fourgons pénitentiaires quitte le tribunal de Rouen en direction de la maison d'arrêt d'Évreux. Dans l'un des véhicules se trouve Mohamed Amra, un détenu déjà condamné pour trafic de stupéfiants et soupçonné d'avoir participé à une tentative de meurtre. À 10h56, une vingtaine de minutes après le départ du palais de justice, le convoi arrive au péage d'Incarville. Et juste après avoir dépassé la barrière, il est pris en étau par 2 véhicules. Aussitôt, 3 hommes armés surgissent et ouvrent le feu. 2 agents pénitentiaires, Fabrice Moello, 52 ans, et Arnaud Garcia, 34 ans, sont tués. Le détenu, Mohamed Amra, parvient, lui, à prendre la fuite. Et à la une, un fourgon pénitentiaire attaqué dans le département de l'Eure. Au moins 2 agents ont été tués et 3 autres blessés dans l'attaque de leur fourgon qui transportait un détenu qui a réussi à prendre la fuite. L'évasion de Mohamed Amra est l'une des plus violentes depuis des décennies. Mohamed Amra, l'homme le plus recherché de France. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présents à cette conférence de presse de remise de notre rapport de conclusion de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. Et tragique ironie de l'histoire, le matin même de l'attaque, le 14 mai 2024, le sénateur socialiste Jérôme Durain présente les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale qu'il a présidée sur l'état du narcotrafic en France. C'est une ironie sinistre. Le jour même où on rend le rapport, l'affaire Amra, elle vient illustrer l'ampleur du travail qui est devant nous. Ce que le symbole dit de l'état du narcotrafic, c'est les images d'un péage où les voitures circulent pendant que des types se tirent dessus. Cette image-là, elle est glaçante, parce qu'on voit que y a la criminalité qui est là dans notre vie de tous les jours, qui peut taper n'importe où, n'importe comment, et que nous, on vit avec ça. Alors, c'est pas tout le temps, c'est pas partout, ça ne concerne heureusement que peu de monde statistiquement, mais c'est insupportable, et je renvoie quand même au risque démocratique. Ça a été un choc, et du coup, c'est l'espèce de validation ultime de l'intérêt de cette commission d'enquête, de ses travaux, de ses recommandations, et du travail qui est devant nous sur le narcotrafic. Retour en 2023, l'année la plus sanglante de l'histoire récente de Marseille, où 2 clans s'affrontent pour le contrôle du trafic de drogue, la DZ Mafia et Yoda. Avec un bilan de 49 morts et plus de 110 blessés, le narcotrafic bascule alors dans une nouvelle ère où les réseaux misent sur la terreur pour s'imposer. Et en juin 2023, alors que le conflit fait rage, le sénateur Jérôme Durain, missionné sur les questions de sécurité au Parti socialiste, se rend justement à Marseille.
Marie-Arlette Carlotti, sénatrice de Marseille, m'a dit « ce serait bien que tu viennes à Marseille sur les questions de sécurité, je te fais un programme ». Et on a eu une journée de visite, de travail sur le narco. Donc on fait la tournée des rendez-vous, certains impressionnants, hein, les familles de victimes, c'était quand même costaud, quoi. Vraiment une souffrance et une attente vis-à-vis de la puissance publique marquée, quoi. Et à la fin de la journée, Marie-Arlette Carlotti, qui connaît très bien Marseille, c'est son terrain, je crois qu'elle a franchi un cap dans la prise de conscience de la gravité de tout ça, quoi. Et elle me dit très vite, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on dépose une demande de commission d'enquête ici au Sénat, il faut que tu sois le premier signataire. Le 21 novembre 2023, 5 mois après sa visite, Jérôme Durain prend la présidence de la commission d'enquête sénatoriale sur, je cite, « l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier ». De manière quasi scientifique avec les autres membres de la commission, dont le rapporteur général Étienne Blanc, il auditionne sous serment les acteurs impliqués directement ou indirectement dans le narcotrafic. Policiers, chercheurs, journalistes, avocats ou encore membres d'associations sont les premiers auditionnés. Touche après touche, ça a construit le portrait d'un pays qui est en proie à de graves difficultés sur le trafic de stupéfiants, quoi. C'est effectivement vertigineux parce que c'est multifactoriel. Enfin, il y a des dimensions très locales. Un quartier, une cage d'escalier, des dimensions institutionnelles, des dimensions diplomatiques internationales, des dimensions d'acheminement du produit. Et finalement, la commission d'enquête, elle prend tout, quoi. Elle prend l'origine de la drogue, la multiplication du produit, son abondance, c'est la saturation de tous les flux. Il y en a partout. Et donc, du coup, c'est le meilleur de la guerre économique dans un capitalisme mondialisé. Beaucoup de produits, on cherche des points de vente, une guerre commerciale, sauf que le tribunal de commerce, c'est la Kalachnikov. Tout ça progresse et la période, elle voit tous ces phénomènes-là exploser, il faut tous les traiter. Et donc, finalement, on est submergé par la dimension des problèmes et par leur complexité. Ces premières auditions dressent un état des lieux alarmant de l'ampleur prise par le narcotrafic. Le sénateur prend notamment conscience d'une chose, si toute la France est touchée, Marseille est au cœur du problème, une audition va le prouver et donner à la commission d'enquête sénatoriale un tournant inattendu. Mardi 5 mars 2024, un peu plus de 3 mois après le début de la commission d'enquête, 4 magistrats marseillais se présentent face à Jérôme Durain et les autres membres de la commission. Pendant 2 heures, ils exposent avec gravité l'emprise du narcotrafic à Marseille et dressent surtout un tableau noir de la situation. En témoigne cet extrait de l'intervention d'Olivier Leurent, le président du tribunal judiciaire de Marseille. Le constat de la lutte contre le narcotrafic à Marseille ne va pas vous surprendre. Il est celui d'une aggravation constante de tous les indicateurs. Marseille paraissant même constituer en quelque sorte l'épicentre d'un phénomène en réalité national. En quelque sorte, l'État semble mener une guerre asymétrique contre le narcobanditisme, avec cette spécificité que dans ce cas précis, c'est l'État qui se trouve en situation de vulnérabilité face à des trafiquants qui disposent, eux, d'une force de frappe considérable sur le plan des moyens financiers, humains, technologiques et même législatifs. Le risque à court terme est bien sûr de voir l'état de droit se déliter. Sans verser dans la stigmatisation outrancière, la ville de Marseille est incontestablement le territoire au sein duquel les conséquences du narcobanditisme se manifestent dans leur expression la plus violente, en provoquant des troubles à l'ordre public conséquents, en blessant, voire en tuant des victimes dites collatérales et en altérant considérablement le mode de vie des habitants des quartiers. En d'autres termes, le narcobanditisme agit à Marseille comme une sorte de gangrène qui abîme jour après jour, année après année, le tissu social. Une situation qui s'aggrave, une guerre asymétrique entre l'État et les narcotrafiquants ou encore une gangrène. Olivier Leurent pose d'emblée un constat accablant sur la situation. Dans son sillage, les 3 autres magistrats, Isabelle Couder, vice-présidente chargée de la coordination de la section GIRS, criminalité organisée de l'instruction, Nicolas Bessonne, le procureur de la République de Marseille, et Isabelle Faure, la procureure adjointe de la République de Marseille, vont user de phrases chocs pour décrire l'ampleur prise par le phénomène.
Je pense que Marseille est la seule ville de France gangrénée à ce point par le trafic de drogue, l'économie souterraine que ce trafic induit et les règlements de compte qui en découlent. Puis sur cette corruption de basse intensité, il faut être clair, la bataille est perdue sans stigmatiser la profession avec l'administration pénitentiaire. Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. Jérôme Durin, président de la commission d'enquête sénatoriale. Ça, c'est le point de départ de la prise de conscience, et c'est l'étincelle. Donc, l'audition des magistrats, c'est quand même le retour sur la réalité marseillaise. Et on est au cœur du sujet. Il faut reconnaître que le coup est bien monté, parce qu'ils sont arrivés, ils avaient bien préparé leurs éléments de langage. Les interventions sont calibrées, Narcoville, en train de perdre la guerre, enfin les formules qui sont utilisées, elles sont là pour nous réveiller ou nous alerter. Et c'est vrai que c'est un des tournants. Alors c'est un tournant dans la commission d'enquête parce que ça sanctuarise le constat et que ça l'assoit et que ça fait basculer quand même. C'est pas n'importe qui, un procureur et des magistrats. Ils ont une autorité morale et un magistère moral qui fait que quand ils disent un truc, on l'écoute, quoi. Préfet de police, greffier, gendarme ou encore ministre, pendant 2 mois encore, les auditions s'enchaînent. Le 14 mai 2024, le jour de l'évasion sanglante de Mohamed Amra, après 6 mois de travail, Jérôme Durin présente les conclusions de la commission et leurs préconisations pour lutter plus efficacement contre les réseaux de narcotrafiquants. On propose de mieux s'organiser au plan judiciaire, un parquet national, d'avoir un état-major où toutes les forces répressives se coordonnent, DEA à la française. On dit qu'il faut de nouveaux outils pour lutter contre le blanchiment, notamment le blanchiment local, avec toutes ces blanchisseuses qui sont autant d'endroits où on peut recycler les fonds du trafic. On formule des propositions sur la réponse pénale, sur la procédure pénale. On essaie de lutter contre tout ce qui concerne les manœuvres déloyales ou les stratagèmes de la défense des narcotrafiquants. On parle aussi de ce qui peut se passer à l'étranger avec nos officiers de liaison, nos magistrats de liaison, pour travailler à une entraide pénale internationale qui permette parfois l'extradition de délinquants qui trouvent refuge dans des états refuges que sont par exemple Dubaï et qui coulent de beaux jours là-bas, tranquilles, à l'abri de la justice et à l'abri des balles de leurs adversaires. Parce que la principale différence entre Dubaï et Marseille, c'est qu'à Dubaï, on ne se tire pas dessus. Donc ils peuvent bénéficier de leurs avoirs criminels tranquillement. Le 12 juillet 2024, Jérôme Durin, le président de la commission, et son rapporteur Étienne Blanc déposent une proposition de loi pour sortir la France du piège du narcotrafic. Un pays dont les institutions vont bientôt être directement visées par les narcotrafiquants, comme un signe de défi envers l'État. Les attaques ont débuté le 13 avril dernier à Agen, devant l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Des voitures avaient été incendiées sur un parking. S'en est suivi d'autres incendies devant les prisons, les domiciles d'agents pénitentiaires, jusqu'à des tirs à l'arme à feu. Un véhicule carbonisé, une façade et 10 voitures taguées de l'inscription DDPF, pour droit des prisonniers français. Cette résidence du 13e arrondissement de Marseille, où vivent plusieurs employés du ministère de la Justice, a été volontairement ciblée cette nuit. Nouvelle attaque la nuit dernière, cette fois dans l'ouest de la France. À Caen, vers 2h du matin, 4 voitures sont parties en fumée. Voitures incendiées, tags ou encore rafales de Kalachnikov contre des portes de prison, le 13 avril 2025 et pendant plusieurs jours, une série d'actions coordonnées vise plusieurs lieux en lien avec l'administration pénitentiaire à travers la France. Des méthodes qui rappellent celles du narcotrafic et un sigle qui interpelle, DDPF, pour droit des prisonniers français. Des actions violentes en réaction à la volonté du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, de créer des prisons de haute sécurité pour les 100 plus gros narcotrafiquants. On n'est pas là dans l'administration pénitentiaire pour rejuger des gens qui ont été jugés ou qui vont être jugés par des juges indépendants. On est là pour garantir le fait qu'ils ne parlent pas à l'extérieur, qu'ils ne continuent pas leur trafic de l'extérieur, qu'ils ne corrompent pas des agents de l'administration pénitentiaire, des magistrats, des policiers, des gendarmes, qui ne commandent pas leur point de deal, qui ne commandent pas des assassinats ou qui ne blanchissent pas leur argent. Malheureusement, c'est ce que nous constatons dans les prisons françaises,
parce qu'il y a beaucoup de corruption, parce qu'il y a aussi beaucoup de technologies nouvelles que nous n'avons pas pour l'instant, et c'est un drame pour le pays, à mettre fin au téléphone, à mettre fin aux drones. Nous avons fait le choix, j'ai fait le choix de cette prison de haute sécurité qui les empêchera totalement de communiquer à l'extérieur. Ces super prisons, voulues par le ministre de la Justice, vont alors s'intégrer à la proposition de loi portée par les sénateurs. Ça a été une coproduction, puisqu'en gros, l'essentiel des mesures qui sont dans la loi sont des mesures que nous avons proposées depuis la commission d'enquête avec Étienne Blanc et mes collègues ici, qui parfois ont été un peu modifiées parce que juridiquement, il semblait plus pertinent de suivre l'avis du gouvernement, auquel on a rajouté quelques mesures issues du travail des ministères. C'est le cas des prisons dédiées de Gérald Darmanin, c'est le cas de l'expulsion locative, de l'interdiction de paraître sur des points de deal d'un certain nombre d'acteurs criminels. Ça, c'est des points qui ont été ajoutés dans la loi, au-delà de nos recommandations. Le 29 avril 2025, près d'un an et demi après le début de la commission d'enquête sénatoriale, la loi est adoptée à une large majorité par les députés. Votant 498, exprimé 464, majorité 233 pour, 396 contre 68. L'Assemblée nationale a adopté. Le vote de cette loi marque ainsi un nouveau tournant dans la lutte contre le narcotrafic. Après le volet répressif, l'État se dote ainsi d'un nouvel arsenal pour renforcer ses moyens policiers, juridiques et judiciaires. Mais cette loi permettra-t-elle vraiment d'empêcher les narcotrafiquants ? Et est-elle suffisante pour endiguer le trafic de stupéfiants ? Il y a un moment où il va falloir, pour endiguer le trafic de drogue, convoquer les questions sanitaires, comment on soigne les malades, les questions de travail. C'est pas normal que dans ce pays, on soit obligé de se droguer pour tenir au boulot. Donc c'est quand même, il y a une responsabilité sociale dans le boulot. Les questions d'éducation, c'est vrai que c'est pas normal que des mômes soient à 3h du matin dans la rue. C'est vrai aussi. Il y a une responsabilité des parents. Ça fait partie des sujets. Les questions de relégation d'un certain nombre d'espaces publics. C'est particulièrement le cas à Marseille quand on entend les gens qui parlent des quartiers nord par rapport au reste de la ville. Donc, on peut pas laisser des gens entre eux, relégués, sans accès à la formation, au monde du travail, à la vie sociale ordinaire, et s'étonner après que des économies parallèles riches de milliards d'euros prennent la place des institutions de la République, du service public, qui s'est parfois retiré de ces quartiers-là. Donc c'est un sujet social, et on pourra toujours verser toujours davantage dans l'hypersécuritaire si les racines sociales de la consommation de drogue et du trafic sont pas traitées, alors on a un avenir bien sombre devant nous. Pendant plus de 50 ans, depuis la première loi du 31 décembre 1970 à la dernière loi du 29 avril 2025, les politiques ont tenté d'endiguer la montée en puissance du trafic de drogue sans jamais y parvenir. En attendant de mesurer pleinement les effets du nouveau texte de loi, quelles sont les autres pistes qui pourraient permettre d'y parvenir ? Et est-ce tout simplement possible de mettre un terme au narcotrafic ? Pour tenter justement d'apporter des éléments de réponse, nous avons invité chercheurs, magistrats, addictologues et policiers à en débattre autour d'une question : peut-on sortir du piège du narcotrafic ? Un débat à retrouver dans l'épisode bonus de la 5e saison de Cartel Nord. Un épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.